Merci à toutes et tous. Donc cette première table ronde de la journée intitulée « Non à toutes les formes de violence », un thème malheureusement prégnant dans la société actuelle. Et les exemples sont nombreux. Vous y avez fait référence, Monsieur le Président, Monsieur le Président régional. On va voir aujourd'hui comment on peut essayer à notre niveau, sans y répondre vraiment, mais en tout cas d'apporter des solutions dans différents domaines et avec différents angles de vue, ce qui me semble important. Mais ces actes de violence, aujourd'hui dans la société, ils sont parfois extrêmes et tout aussi extrêmes qu'incompréhensibles. Je voulais faire quand même un petit rappel des faits récents et notamment l'attaque contre nos collègues de la pénitentiaire qui a marqué les esprits et quand on travaille avec eux, qui a aussi amené à nous interroger sur cette violence qui est sociétale et qui vient nous toucher, mais un peu plus loin dans le temps aussi, dans les établissements de santé. Et au CHU de Reims, on peut se le rappeler, il y a malheureusement quelques temps. Donc une pensée avec un goût amer, mais qui fort heureusement suscite encore l'indignation générale. Puisque la violence protéiforme, et qui n'épargne aujourd'hui plus personne, comme on peut le constater, est simplement un miroir d'une société assez dysfonctionnelle. L'hôpital n'y échappe pas. Pourtant, il n'est pas question de dire ici, et je te rejoins Cyril, nous ne sommes pas sur CNews, j'ai bien eu la consigne, que la violence progresse ou s'intensifie, mais bien de faire appel à l'expérience de nos professionnels pour comprendre comment ils ont agi contre cette violence. Alors, j'ai une petite télécommande. Normalement, ça fonctionne. Ah, voilà. Puisqu'à ma connaissance, la première campagne nationale portée par la FHF date de 2005 et avait comme objectif de lutter contre les incivilités à l'époque. Nous n'en sommes malheureusement plus là, si l'on regarde un petit peu l'actualité et les témoignages de nos professionnels. Et si les mots ont un sens, force est de constater que les situations rencontrées aujourd'hui dépassent largement le thème des incivilités, puisqu'on en est à parler de violence. Pourtant, et c'est heureux, l'arsenal législatif et pénal qui protège les professionnels existe et a même été récemment renforcé. Le problème reste entier pourtant et aujourd'hui prend des formes moins visibles. Et on l'abordera aussi avec les VSS, qui sont un des sujets dont les établissements de santé se sont saisis et qu'ils portent aujourd'hui avec force. Alors, comment afficher notre tolérance zéro ? Quels sont les leviers d'action ? Comment les utiliser au sein de nos établissements ? Je vais tout de suite donner la parole à nos professionnels afin qu'ils essayent d'y répondre, ou en tout cas qu'ils nous fassent part de leur expérience sur ce sujet. Et pour évoquer ce sujet connu, mais que nous ne devons pas cesser de regarder en face, et sous toutes ses formes. Monsieur Soulier, responsable RH FHF national, avant de prendre l'avis des acteurs de terrain, je me tourne vers vous pour que vous puissiez nous présenter une enquête réalisée par la FHF sur le sujet. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme l'a dit très justement Guillaume, la particularité de cette thématique, c'est qu'elle est protéiforme et qu'elle a tendance aussi à changer de prisme, de point d'ancrage. Il est intéressant de voir, on l'évoquera certainement dans les débats, qu'en début d'année, entre janvier et mars, on était encore centré sur les violences en direction des professionnels hospitaliers, des soignants, avec notamment les débats autour de la loi, de la proposition de loi portée par le rapporteur Pradal, et que depuis quelques semaines, le prisme a basculé au bénéfice, ou en tout cas au cours d'une petite tempête médiatique, vers spécifiquement les fameuses VSS. D'ailleurs,
sigle qui est devenu presque de droit commun désormais, alors qu'il était un peu réservé aux professionnels juste avant. Et donc l'idée, dans la logique du jour de la défense de nos valeurs, est d'éviter de faire du sensationnalisme. Pour s'intéresser au sujet, c'est d'aller regarder le vrai, autant que faire se peut, et objectiver ce qui se passe réellement, autant que faire se peut. Alors c'est ce que l'on a essayé de faire au titre de la fédération, en essayant de mener une enquête qu'on a d'ailleurs appelée Ultra Flash, puisqu'elle s'est faite en une semaine chrono, et nous a permis d'obtenir presque 300 réponses qui montrent à quel point les établissements sont intéressés et engagés sur ces sujets-là, et ce qui montre aussi que, eh bien, en tant que fédération, on arrive à mobiliser pour la construction de ces retours. L'idée de cette enquête, c'était de savoir où on en est aujourd'hui sur ces questions-là. Évidemment, sur une enquête flash, on est moins dans le détail, on est plutôt sur la réalité de ce qui existe comme dispositif. Et c'était de se dire, un peu d'une certaine manière, prenons les idées reçues et regardons ce qu'il en est réellement. C'est-à-dire, est-ce que réellement il ne se passe rien dans les établissements? Est-ce que réellement le sujet n'est pas traité? Est-ce que réellement les dispositions réglementaires ne sont pas appliquées, etc. Elle a donc été structurée autour de 4 grands thèmes, pour vous en faire le résumé, qui est celui de l'égalité professionnelle, donc égalité femmes-hommes, de déploiement effectif du dispositif issu, et pardon pour le thème un peu lourd, du décret numéro 2020-256 du 13 mars 2020. Clin d'œil, le 13 mars 2020, le président l'a évoqué tout à l'heure, c'était très exactement 4 jours avant le confinement, ce qui peut aussi nous donner dans les éléments de contexte la difficulté de déploiement de ce type d'approche. Les suites données, la réalité des suites données au signalement des VSS, et puis les communications internes, puisqu'on entend souvent dire que quand il y a un dispositif, personne ne le connaît, ce qui est un peu contré. Alors quelques données sans vous abreuver de chiffres, mais pour se dire où on se situe aujourd'hui. Ce qu'a montré le retour d'enquête, c'est que plus des 3/4 des établissements ont un référent égalité installé, actif, et donc identifié au sein des établissements, et que plus des 2/3 ont un plan égalité femmes-hommes déployé, connu et publié. Et alors je dis 2/3, c'est ceux qui l'ont terminé. Il y en a un certain nombre d'autres dans les retours d'enquête qui sont en cours de construction. Et évidemment, le work in progress, ça reste un travail qui est engagé. Et ce qui est intéressant surtout, pourquoi est-ce qu'on est rentré dans le sujet à travers l'égalité femmes-hommes, puisque dans l'immense majorité, dans près de 90% des cas, ces plans intègrent, donc ces plans qui sont antérieurs au sujet actuel, intègrent un élément spécifique de lutte et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc en fait, c'est souvent harnaché à cet élément-là. Et donc ça peut être un peu invisibilisé par ça si on ne se pose pas la question. Deuxième point, c'était donc le déploiement du dispositif de signalement. Alors vous savez, on pourra y revenir éventuellement dans les débats, le décret de 2020, le fameux décret de la veille du confinement, il embarque 3 dispositifs complémentaires sur le signalement, et d'ailleurs on l'aborde aujourd'hui essentiellement sur le champ des VSS, mais en réalité ce sont des dispositions de lutte contre toutes les formes de violence, de discrimination et de harcèlement. Donc en fait ce dispositif dont j'ai parlé là embarque bien plus largement que le sujet des VSS. Donc on n'est pas tout à fait aux 2/3 des établissements, un petit 60% qui l'ont déployé, avec une hétérogénéité qui est importante en fonction, pour le coup, des tailles et des natures d'établissements. C'est une des limites aussi peut-être dans le débat, des dispositions qui sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien pour un établissement qui compte quelques dizaines de professionnels que pour un établissement qui en compte 10, 15 ou 20 000. Et donc on a cette hétérogénéité. En revanche, quand il a été déployé, il est dans l'immense majorité des cas à 80% de manière complète. C'est-à-dire, en fait, c'est un dispositif complètement fonctionnel. Sur le 4e élément, sur les fameuses suites, puisque on entend souvent l'idée qu'il y a parfois des dispositifs de signalement, mais il n'y a pas forcément de suites qui sont données. Alors, c'est une donnée brute, encore une fois, c'est une enquête flash, mais c'est quand même assez révélateur. Pour l'année 2023, donc pour la seule année 2023, et pour les établissements qui avaient un dispositif de signalement opérationnel, plus de la moitié avaient engagé au moins une suite sur un des éléments de signalement. Alors c'est une donnée brute, pour le coup on est loin d'aller creuser
de manière détaillée. Ça veut peut-être dire que dans un certain nombre d'autres établissements, il n'y avait pas de signalement. Il peut y avoir un dispositif sans signalement. Et quand il y a au moins une situation qui a donné lieu à signalement, ça veut dire qu'il peut y en avoir 10, 15 ou 20. L'important, c'était de savoir les cas où c'était. Donc ça veut dire que globalement, l'idée selon laquelle, quand il y a des signalements, il ne se passe rien derrière, elle est de toute évidence à contraster, ou en tout cas à contraster beaucoup plus que c'est le cas. Alors les suites vont du déclenchement d'enquête à des procédures disciplinaires, l'attribution de la protection fonctionnelle, voilà, tout le panel de ce que vous pouvez connaître comme disposition d'accompagnement. Et puis peut-être le troisième élément, mais qui est un enjeu permanent dans nos établissements, c'est que pour les établissements qui disposaient d'un dispositif de signalement, pour le coup, dans plus de 3/4 des cas, il y avait une démarche spécifique de communication interne en direction des professionnels. Reste à savoir si elle a été complètement efficace. C'est parfois difficile de toucher plusieurs milliers de professionnels, mais il y a en tout cas cette volonté marquante de se positionner de cette manière-là. Donc on est probablement relativement au milieu du gué sur ces sujets-là, ce qui nous permettra peut-être de le développer à travers la deuxième partie des entretiens sur ce qu'il y a encore à faire. Et c'est un retour qui est global. Il y a vraisemblablement des hétérogénéités importantes entre établissements, peut-être entre territoires, qui sait, mais qui permettent quand même d'avoir une notion un peu plus nuancée et qui montrent que la plupart des établissements sont quand même largement engagés sur ces sujets-là, indépendamment du fait que ça s'est fait dans une séquence où il y a aussi eu quelques autres sujets de mobilisation, comme quelques petites vagues ou d'autres sujets récemment. Merci Rodolphe pour cette exclusivité en Bourgogne-Franche-Comté et cette première analyse de l'enquête. On peut bien voir évidemment que la statistique et la donnée sont indispensables pour venir compléter nos réflexions et s'appuyer dessus, même si on peut considérer qu'il y a encore un petit peu de travail sur la donnée statistique et d'élargir un petit peu le panel. Les choses évoluent et c'est heureux. Et les DRH, ils sont extrêmement sensibles, enfin les directions des ressources humaines, pardon, ils sont extrêmement sensibles. Donc je me tourne vers vous, Camille. Vous êtes DRH adjointe au CHU de Besançon. Et vous allez nous exposer, ou en tout cas, comment vous abordez-vous la présentation et comment accueillez-vous l'enquête présentée par la FHF avec cette mobilisation quand même assez forte de nos établissements, avec une volonté d'aller jusqu'au bout des plans, quelque chose quand même d'essentiel. Comment avez-vous agi, vous, dans votre direction, et qu'avez-vous fait pour mettre en œuvre et appliquer ces principes ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc cette enquête fait totalement écho à ce travail work in progress qu'a cité Monsieur Soulier dans nos différents établissements. Ce n'est pas forcément simple de déployer des outils qui soient efficaces. On a pu en échanger sur la radicalité et pourtant on s'y engage tous petit à petit selon les moyens et la temporalité aussi de nos établissements. Concrètement, sur le CHU de Besançon, on a pu développer une politique dite de tolérance zéro sur toutes les formes de violence depuis plusieurs années. Cette politique, elle s'appuie sur la diffusion de différents outils, notamment de déclarations de situations de violence. Ces déclarations, elles sont faites par les agents eux-mêmes, tous les professionnels médicaux, non médicaux, accessibles via un outil sur l'intranet de notre CHU. Petit à petit, il a pu être vraiment utilisé par l'ensemble de nos professionnels et il est suivi aussi, surtout, par la direction des relations avec les usagers pour y apporter une réponse individuelle et en proximité. C'est-à-dire qu'un agent, un professionnel qui déclare est très rapidement recontacté pour prendre en charge cette situation de violence, essayer de l'accompagner au mieux sur ses droits et comment l'institution peut aussi porter et prendre en charge les conséquences de cette violence, notamment qui peuvent être psychologiques avec notre service santé au travail. Au-delà de cette accessibilité et de cette prise en compte en proximité, on a aussi un suivi institutionnel du sujet, puisqu'une commission violence a été créée depuis, encore une fois, de nombreuses années. Donc ça fait un historique au sein de notre établissement, qui est une émanation de la formation spécialisée, qui est donc très suivie au niveau institutionnel par nos partenaires sociaux. Et cette commission, justement, comment l'avez-vous constituée ? C'est basé sur le dialogue social ? C'est basé sur une forme descendante de la part de la direction ? Quels outils avez-vous utilisés ?
Alors c'est très constructif. Donc on est vraiment sur un partage d'expériences avec nos partenaires sociaux qui sont au plus proches du terrain et qui permettent aussi de donner une remontée concrète et factuelle sur l'accompagnement qui est réalisé et pour l'améliorer. Donc on travaille ensemble sur l'amélioration d'outils, notamment sur les violences sexistes et sexuelles. On a pu dupliquer le dispositif qui s'appliquait à toutes les formes de violence à ces nouvelles formes, en tout cas ces formes dont on entend de plus en plus parler, en interne aussi. Donc on a travaillé avec eux sur, on va dire la finesse de notre dispositif, de l'outil, pour qu'il soit vraiment approprié par les agents et qu'on puisse diffuser aussi une charte contre les agissements sexistes qui a été vraiment travaillée par nos partenaires sociaux. Donc on est vraiment dans un dialogue de proximité avec eux. Un parfait exemple du dialogue social alors. Et justement, on en parlait aussi avec Rodolphe, la spécificité des VSS. Est-ce que vous avez, via cette charte, traité spécifiquement ce sujet qui est quand même aussi extrêmement d'actualité et porté par nos politiques? Comment l'avez-vous abordé spécifiquement au sein du CHU? Au sein du CHU, ça prend du temps, il faut être honnête, comme le disait Monsieur Soulier, il faut que l'information se diffuse progressivement. En tout cas, on souhaitait rappeler surtout la position institutionnelle d'une tolérance, encore une fois, zéro. Donc on a pu définir de manière théorique les agissements sexistes et sexuels à sein de cette charte. On a ensuite rappelé donc qu'aucun agent public ne doit subir de tels comportements. Donc c'est important de le rappeler, de l'affirmer en tant qu'institution pour que les agents se sentent aussi en sécurité et à l'aise dans leurs conditions de travail, leur quotidien. Et enfin, on a aussi surtout illustrer qu'est-ce que peut être un agissement sexiste subi et donner des lignes rouges potentiellement à certaines équipes et pour que chacun puisse se positionner en la matière. Enfin, on a pu aussi rappeler le côté dissuasif et on va dire les infractions qui sont définies dans les différents codes pénals. Merci. Donc, avec la charte, une information, une diffusion d'informations et puis le début de process disciplinaire si c'était nécessaire. C'est comme ça que vous avez traité le sujet. Et bien, merci beaucoup. Et donc, voilà un constat partagé du refus institutionnalisé de la violence, ce qui est une bonne chose, mais intéressons-nous aussi à une autre spécificité, et je me tourne vers vous, Madame Sonia, je vais faire semblant. Et pour aborder le sujet de cette violence et évidemment différentes formes de violence au sein des établissements médico-sociaux, parce que l'objet que nous avons voulu donner à cette table ronde, c'est d'avoir un prisme large. Et évidemment, en fonction de la porte d'entrée, les solutions, ou en tout cas les analyses, ne sont pas forcément les mêmes, même si le constat est commun et que le rejet est total. Est-ce que vous pourriez nous évoquer justement l'approche, comment traite-t-on de cette violence au sein des établissements médico-sociaux ? Eh bien, oui, je vais essayer. En tout cas, merci Guillaume. Évidemment, le secteur médico-social ne peut pas être épargné par ce phénomène qui nous concerne finalement tous. Et avant de rentrer dans les détails du médico-social, je voudrais partager avec vous certaines données qui décrivent très bien l'ampleur du phénomène. La violence, qu'elle soit nationale, à l'hôpital ou dans les EHPAD ou des établissements d'accompagnement médico-sociaux, elle coûte, c'est un coût humain, puisque la violence blesse et marque parfois de manière définitive, et c'est un coût humain qui est mesuré. En ce qui concerne la santé, les victimes de violences dans la santé sont 83% des professionnels de santé. Et 93% d'entre eux sont des personnels paramédicaux. Donc, c'est déjà, on voit l'ampleur du coût humain. Et pour le coût financier, où les finances sont toujours au cœur de nos débats, le coût est faramineux. On compte rien que pour les violences volontaires, donc qui sont des violences graves, 18 milliards d'euros par an pour la France. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que les violences conjugales coûteraient 3,3 milliards d'euros par an à la France, donc sur leur traitement, leur accompagnement. Et donc ça peut être un accompagnement à vie d'une victime ou les tentatives d'accompagnement à vie d'une personne auteure de victime. Pour les violences intrafamiliales, donc 3,3 milliards d'euros et presque 9 milliards d'euros pour la maltraitance infantile. Donc les chiffres sont vraiment importants et nous montrent aussi l'ampleur du phénomène. Et donc cette violence qui est nationale, on la retrouve dans les établissements et on la retrouve d'autant plus que la parole est libérée.
On l'a vu, alors il y a le fameux hashtag #MeToo, et pour parler un peu plus du médico-social, on a eu ce qui a été appelé l'affaire Orpea, on a eu les dossiers noirs du handicap, et tout récemment, il y a eu un reportage d'Arte qui s'est appelé Hold Up, qui présentait l'accompagnement sans guillemets des vieux comme objet de spéculation. Donc il y a vraiment une parole, la volonté de rendre visibles des phénomènes qu'on n'accepte plus aujourd'hui, même au cœur de ce système médico-social qui accompagne des gens qui sont vulnérables, quel que soit leur âge. Pour encore parler un petit peu de chiffres, parce qu'ils sont importants. Aujourd'hui, on a du recul, on ne mesurait pas la violence aujourd'hui comme on l'a mesurée il y a 10 ans, 30 ans, parce que la sensibilité, vous l'avez bien dit, le prisme de la violence varie. On peut tous s'accorder à dire que la violence, non, il faut lutter contre. Quand vous rentrez dans les détails de la violence, vous pouvez facilement diviser un auditoire, et ce sont des constats qu'on peut faire facilement dans des réunions de service, dire mais ça on devrait arrêter, oui mais est-ce que c'est vraiment grave? Et la détermination, l'analyse de la violence est vraiment au cœur de sa lutte. Donc pour les chiffres, il y a l'Observatoire national des violences en santé qui reporte pour 2022 19 400 signalements, donc pour 385 établissements signalants, sachant que tout ne passe pas par ces déclarations, ça fait environ 50 signalements par établissement par an. Donc c'est quand même assez important, sachant que tout ne passe pas par là. Et les degrés de violence qui en sont déclarés sont graves, parce qu'il y a 4 degrés de violence qui sont répertoriés par l'Observatoire national, et 50% d'entre eux concernent les violences de 3e niveau, donc qui sont les violences volontaires. Bon, ça fait écho finalement à ce qu'on disait au début. Et les violences volontaires, c'est menaces avec armes, agressions sexuelles, dégradation de matériel de valeur. Donc on voit bien que si 50% de ces violences sont présentes dans nos établissements, on a vraiment une difficulté à assurer nos missions au quotidien, que ce soit pour le professionnel ou pour la personne accueillie. Heureusement, la violence de type 4, la plus grave, ne représente que 3% des déclarations. Ça fait quand même 582 déclarations par an de violences avec armes, viols, meurtres, mutilations, infirmités permanentes. Oui, donc c'est quand même des chiffres importants. On disait que 83% des personnes victimes étaient des professionnels de santé. A contrario, 70% des auteurs sont des usagers, des personnes accueillies, des personnes accompagnées, que ce soit en établissement ou à domicile. Et puis 16% sont des tiers accompagnants. Et c'est intéressant ce constat, parce que bon, l'ONSV s'est créé en 2000, il y a un recul quand même sur le recueil des signalements, parce que le traitement médiatique, si on en revient un petit peu aussi au thème du congrès, qui est fait sur les violences dans le secteur médico-social, eh bien, va un petit peu à l'encontre de ces chiffres. Si on fait une recherche très rapide dans un moteur de recherche quelconque sur Internet, eh bien, les titres des journaux, médias en ligne, réseaux sociaux concernent principalement les violences faites à l'encontre des usagers, alors même qu'ils représentent finalement 10% de la violence dans ce secteur. Et parfois, les titres sont éloquents, même souvent, et ce n'est pas un choix qui est fait pour le traitement de toutes les violences. On parlait des violences sexuelles. Les journaux n'utilisent pas forcément des titres aussi concrets pour aborder ces violences, alors que dans le médico-social, c'est très clair. Je vous en lis quelques-uns très rapidement. Scandale dans les EHPAD, le plan de lutte n'est pas à la hauteur, gifles, insultes, brimades, des enregistrements révélateurs, un ancien soignant condamné. Bon, j'en passe, vraiment, on peut les dérouler. Mais alors, ce traitement médiatique, qui va peut-être à l'encontre du coup de ce qu'on constate finalement scientifiquement, il est révélateur de l'attente de la société et des usagers qui vont confier les personnes vulnérables dans des services ou à des professionnels. Et il faut peut-être aussi savoir répondre à cette attente de sécurité qui voudrait que les établissements ne soient pas aussi exposés que la société publique à ce phénomène qui est délétère, bien évidemment. Donc une attente sécuritaire, et puis je pense aussi qu'il faut englober l'intégralité du problème, c'est-à-dire que même si ces violences contre les usagers ne sont pas les principales, avec des titres aussi éloquents, même lorsque les actes sont bien traités par les directions d'établissement, par les collectivités, parce qu'on fait beaucoup de choses pour lutter contre la violence, même lorsqu'on agit correctement, la répercussion pour un établissement et pour les professionnels qui travaillent, ou même pour les professions d'un secteur,
peuvent être majeures. Donc je pense que le secteur médico-social, qui est aujourd'hui au cœur des politiques aussi futures, va devoir faire l'objet de réflexions approfondies autour de ces violences qui coexistent et cohabitent dans nos professions. C'est bon pour vous, Sonia ? C'est bon pour moi pour le moment. Non, parce que on avait fait des transitions, mais comme elles ont été fluidifiées dans le propos. Non, très bien, merci beaucoup. On voit que même dans le médico-social, évidemment, on est sujet aux préoccupations et concernés par les violences tant aux agents qu'aux usagers. Et que le traitement médiatique de cette violence, même s'il est parfois corroboré par des faits quand même, comme pour Orpea, je le répète, n'est pas tout à fait égal pour tout le monde. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Sauzet, puisque les urgences sont aussi identifiées, enfin vous êtes idéaux aux urgences du CHU de Dijon, je commence par là, et que les urgences sont aussi identifiées comme un lieu où pourrait s'exprimer la violence à l'encontre du personnel hospitalier. Et malheureusement, un exemple récent avec le CH de Challans vient encore confirmer cette... l'actualité vient confirmer cette position. Donc vous, Monsieur Sauzet, en tant que soignant, et là, c'est important d'avoir aussi votre vision, d'avoir une vision terrain, une vision concrète, une vision applicative, finalement, de l'ensemble des process qui ont été présentés. Comment considérez-vous cette violence ? Déjà, avez-vous été confronté, vous, à cette violence ? Et qu'avez-vous fait face à cette violence si vous y aviez été confronté ? Je vais commencer avec première réponse. Bien évidemment, j'ai été confronté à des situations de violence à titre personnel. Dans le cadre de l'exercice, c'est plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par poste. Et j'aimerais commencer peut-être avec une illustration très concrète qui vient de mon service. Il y a quelques mois, il y a un médecin qui a initié un travail de recherche. Du coup, c'était un travail de recherche déclaratif en partant des soignants, des médecins. Le but, c'était de mettre en valeur les violences qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, qui sont quotidiennes, celles qui passent pas au-dessus de la surface de l'eau, si je puis me permettre. Et j'avais averti ce médecin en disant, je pense qu'il y aura pas beaucoup de déclarations. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ça permet de dire qu'il n'y a pas beaucoup de violence ? Non, c'est tout le contraire. On est confronté jour après jour à des insultes, à des menaces. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, si vous me permettez pas de voir telle ou telle personne, je viens avec toute la famille et on vous casse la figure. Donc voilà, c'est des choses, ça peut être insultes, menaces, crachats, ça va jusqu'à des coups. Il y a des armes blanches, armes à feu, qui ont été retrouvées à certaines occasions. Et du coup, c'est quelque chose qui vient régulièrement et qui peu à peu vient un peu miner le moral des soignants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être usant, décourageant. Pour pas mal de personnes, ça peut mener, je pense, à des phénomènes de burn-out. Avec ces attaques répétées qui parfois passent inaperçues mais qui sont insidieuses. Et du coup, la question, c'est vraiment de savoir comment on fait face à ça. Donc, dans le cadre de mon établissement, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. On est encouragé vivement à faire des fiches d'événements indésirables. Mais là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que souvent, les agents ne prennent pas le temps de faire ces fiches d'événements indésirables. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre contexte, le service juridique souvent propose d'envoyer des courriers aux patients qui sont à la source ou aux familles qui sont à la source de ces situations-là. J'ai eu plusieurs collègues qui avaient fait des fiches d'événements indésirables. Le service juridique les a contactés dans les suites en leur proposant plusieurs types de courriers types. Et à la fin, un courrier a été envoyé par le service juridique aux patients ou à la famille concernée. On a même eu des situations où des patients eux-mêmes écrivaient des courriers en demandant pardon pour leur attitude lors d'un moment particulier. La deuxième chose que je vois comme difficile, c'est qu'en fait,
en réfléchissant à comment j'allais vous partager ce que j'allais partager, ce que je constate, c'est que les soignants, on a entendu le pourcentage, on a plus de 80% de soignants qui font part du fait d'être victimes de violences. Il y a des outils, il y a des formations qui sont proposées. Je vais prendre un exemple toujours dans mon service. Le centre d'enseignement des soins d'urgence de Côte-d'Or propose une formation sur la gestion de l'agressivité aux urgences. En 2024, nous avons eu tout simplement 0 agent qui a sollicité cette formation. Donc cette formation n'a pas été proposée par le CESU 21. Donc en fait, un des grands défis, c'est de faire rencontrer les besoins des agents et les propositions de formation ou d'outils qui sont proposés. Et finalement, je trouve que c'est l'un des enjeux principaux. Et la troisième chose que je vois aussi, c'est en tant qu'infirmier, avant j'ai été étudiant infirmier. Et je dois reconnaître qu'il me semble que dans les instituts de formation en soins infirmiers, la question de la gestion de la violence et de l'agressivité des patients et des accompagnants me semble très peu abordée. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des étudiants qui arrivent, ils sont sensibilisés en termes de communication, mais de manière assez conceptuelle. Et ils arrivent dans l'univers hospitalier, dans l'univers du soin, finalement démunis, désemparés, ce qui fait que parfois on se retrouve face à des agents en larmes parce qu'ils ne savent pas comment réagir, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Et pourtant, je pense qu'il y a des formations qui existent. J'ai bénéficié de cette fameuse formation sur la gestion de l'agressivité aux urgences. Avant, j'avais une expérience de gériatrie. J'ai bénéficié de cette formation sur la prise en charge de la personne âgée avec des troubles neurocognitifs, qui nous permet de comprendre pourquoi le patient est agressif, de pouvoir donner du sens, de pouvoir finalement mettre de la pensée, de la réflexion rationnelle sur une situation particulière. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu parce que finalement, il me semble que la question n'est pas de savoir si nous allons être confrontés à des situations de violence, mais quand nous y serons confrontés et de savoir est-ce que nous aurons les outils pour réagir face à ces situations de violence. Un autre exemple qui me vient en tête, il y a quelques mois sur les urgences du CHU de Dijon, on avait eu une situation de crise et dans les échanges qu'on avait eus avec la direction générale, une des pistes qui avait été proposée, c'était d'avoir un temps d'échange avec un médecin qualifié pour faire du débriefing sur des situations qui auraient pu être difficiles pour les agents. Malheureusement, il se trouve que cette opportunité qui avait été présentée n'a pas été saisie par les agents. Donc on en revient à cette question. Comment les besoins peuvent rencontrer les outils ? Et je pense que ça me semble être une grande question de fond sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Sauzet, pour cette expérience enrichissante et précise. Donc, 2 éléments importants qu'on peut en ressortir. Hein. Le premier levier, l'information et la mise en cohérence entre les besoins et la réalité, finalement, des propositions faites par les directions, mais on peut se réjouir quand même que les propositions soient là. Après, la corrélation avec le besoin arrivera sûrement. C'est sûr que les propositions existent, et il y a, je pense, un autre aspect qui est important. On est dans des structures hospitalières où les gens arrivent, que ce soit les usagers ou les accompagnants, et ils ne comprennent pas forcément l'organisation. Et nous allons y venir dans la deuxième partie. Je viens dans la deuxième partie, oui. Pas de souci. Si on pouvait respecter. Non, pas du tout. Non, mais le deuxième levier que vous avez abordé, c'était plutôt le levier de la formation, qui est quand même un élément essentiel. Donc, avec aussi, encore une fois, mettre en corrélation besoins et réponses par la formation, on peut quand même se féliciter que les établissements de santé puissent, et vous en avez bénéficié, c'est ce que vous nous avez dit, encore apporter ça à leurs agents, une formation de qualité aussi portée par nos partenaires de la NFH. Donc merci encore pour cette expérience qui confirme un peu plus que les acteurs du sanitaire, mais aussi les acteurs médico-sociaux sont confrontés à une violence que l'on pourrait qualifier de conjoncturelle, en essayant au maximum qu'elle devienne structurelle, en tout cas à l'hôpital, mais qui est finalement que le reflet d'une évolution sociétale. Alors, sans l'accepter, évidemment, les professionnels de santé vont devoir vivre avec cette nouvelle contrainte. Rodolphe, je me retourne vers toi. Comment fait-on pour limiter justement l'impact sur nos organisations
de ces problèmes, finalement, que l'on ne peut éviter? Alors, on l'a vu à travers les différents retours, il n'y a pas de réponse unique déjà. Il faut se dire, il n'y a pas de solution miracle, sinon ça fait quelques temps qu'elle aurait probablement été développée. Vraisemblablement que la bonne manière d'y répondre, c'est de trianguler autour des 3 aspects, c'est-à-dire déjà la transparence, c'est-à-dire le signalement, c'est-à-dire le fait de reconnaître qu'elle existe, le fait de la qualifier, puisque les réponses ne sont pas forcément les mêmes en fonction des types d'incivilité et de violence. Donc, premier axe. Le deuxième, c'est nécessairement le traitement, qui passe par le traitement des auteurs et l'accompagnement de l'organisation. Et le troisième axe, c'est évidemment la protection, l'accompagnement de ceux qui en sont victimes. Peut-être quelques éléments à partager avec vous sur ces sujets-là. Le premier, alors sur la partie du signalement. Il y a la nécessité d'inciter, de continuer à inciter aux déclarations. Donc, c'est les dispositifs qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est les fiches d'événements indésirables. Il est probable que dans les données qu'on ait aujourd'hui à disposition au niveau de l'Observatoire national, c'est très intéressant d'avoir ces retours-là, mais ça fait un peu écho à ce que l'on a dit juste avant. Il est probable que certaines situations soient sous-déclarées au demeurant, puisqu'il n'y a pas, enfin, il y a théoriquement une obligation de déclaration, mais elle relève quand même d'une initiative à chaque fois individuelle ou collective. Et l'expérience établissement montre très souvent que, notamment, les situations de violence entre professionnels sont peu déclarées, sont peu tracées en tant que telles, elles sont plutôt... elle ne remonte pas jusqu'à cet aspect-là. Du coup, sur l'aspect transparence, peut-être se dire plusieurs choses. Alors, il y a un rôle, pour le coup, que peut jouer et que joue directement la FHF en essayant déjà de mettre le sujet sur le devant de la scène et de considérer qu'il faut en parler. Il y a pas très longtemps, on l'a évoqué en introduction, dans le cadre de Santexpo, il y a eu plusieurs temps dédiés avec des témoignages de professionnels, avec des échanges ouverts, qui embarquent aussi, et je pense qu'il ne faut pas les oublier, vous l'avez évoqué, la question des étudiants. Les étudiants, ils sont effectivement futurs professionnels, donc c'est bien de les former, mais ils sont aussi en fait déjà dans les services pendant très longtemps, la moitié de leur formation. Et donc, ce sont aussi des cibles potentielles et c'est important de les prendre en ligne de compte. Il y a des travaux nationaux que j'ai évoqués, donc en cours, les travaux législatifs autour de la loi qui s'appellera, enfin qui sera certainement surnommée loi Pradal, mais qui est la loi visant à renforcer la sécurité des professionnels, qui en partie essaye de répondre à la mise en regard des outils et des besoins, notamment parce qu'une des dispositions de cette loi, c'est d'essayer de faire en sorte que les établissements puissent pré-déposer plainte. Là où on sait que le dépôt de plainte par un professionnel rencontre un certain nombre d'obstacles et peut être difficile. Donc il y a cet aspect-là et puis il y a un certain nombre d'autres éléments autour du renforcement des sujets. Il y a une circulaire qui a été signée très récemment à Santexpo d'ailleurs par les 2 ministres autour de la protection fonctionnelle, donc pour renforcer cette dimension-là. Donc voilà, il y a ces travaux-là. Et puis il y a un groupe de travail national qui a été installé par le ministre Valtou autour justement de la lutte spécifique contre les VSS. Groupe de travail qui est toujours en cours, avec un certain nombre d'annonces qui ont déjà été réalisées par le ministre la semaine dernière. Autour de la formation, voilà, on retrouve globalement les mêmes outils et notamment la nécessité de former l'intégralité des professionnels hospitaliers au repérage et à la prévention des VSS dans les 3 années à venir et puis de faire en sorte que notamment il y ait des bilans réguliers qui soient partagés et rendus publics sur les situations rencontrées en établissement. Donc on est toujours dans cette logique-là. Et puis peut-être quelques pistes qui font partie des propositions que peut relayer la FHF, notamment pour mettre l'accent sur l'exemplarité. On l'a dit un peu en introduction, on avait structuré l'enquête autour du sujet de l'égalité femmes-hommes, notamment dans cet environnement-là, et accéléré notamment sur le sujet des nominations équilibrées et vraisemblablement une partie structurelle, pour reprendre les mots qu'évoquait Guillaume du sujet. Il y a vraisemblablement pour effectivement embarquer les étudiants la capacité de faire en sorte que ceux-ci puissent, à travers une plateforme nationale, évaluer leur lieu de stage et notamment signaler les situations qui sont compliquées dans ces environnements-là pour faire en sorte que, y compris les établissements, puissent les repérer et agir spécifiquement dans ce cadre-là. Et puis un sujet qui est un sujet de débat, bien sûr, mais qui porte sur l'exemplarité des réponses aussi, donc de la sanction pour le dire clairement.
et notamment des sujets statutaires associés avec la nécessité de faire en sorte que quel que soit le statut d'un professionnel, à actes similaires, réponses similaires. Et donc ça embarque notamment des sujets autour de la discipline de certains corps, en particulier du corps médical, qui mérite d'être réouvert par rapport à la manière dont il fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, globalement, ces éléments-là rentrent dans la prévention, on l'a dit tout à l'heure, des risques professionnels. Au final, la violence est une forme de risque professionnel et ça participe de 2 grands combats que mène la fédération. La lutte contre l'usure professionnelle en tant que telle, c'est un facteur d'usure. La violence est peut-être même un des facteurs d'usure les plus importants parce que, comme vous le disiez, elle revient de manière récurrente et on sait qu'on ne peut pas la supprimer. Donc voilà, fait partie du thème. Et puis, de manière générale, c'est aussi un sujet d'attractivité et de fidélisation d'une certaine manière. Donc, à travers ce thème, on retrouve les sujets emblèmes et principaux que l'on essaye de porter pour les années à venir. Merci Rodolphe pour cet éclairage plutôt national avec un travail ministériel comme tu nous l'as précisé, mais aussi un travail au sein de la FHF nationale et notamment la signature aussi d'une convention à Sant'Expo par notre président. Il faut peut-être le préciser aussi, la FHF travaille. Mais c'est aussi... Non mais il le fait pas, donc je le fais. Il est modeste. Je vais reprendre le fil de cette table ronde, si vous le permettez, messieurs, dames. Et donc, tout de suite, me tourner vers Camille Bretagne, notre DRH. Pour avoir votre point de vue, on a vu de façon plus structurante et plus structurelle les solutions qui étaient apportées au niveau national. Qu'en est-il concrètement au sein d'un établissement et d'un CHU, et quels leviers utilisez-vous? Je rejoins tout à fait les réflexions à la fois individuelles de M. Sauzet que les réflexions nationales qui sont en cours, puisque nous, on a 3 axes qui nous importent en établissement, 3 leviers en tout cas, il y en a sûrement d'autres. Mais premièrement, la sensibilisation des usagers aussi, premièrement, puisqu'ils ce sont eux les auteurs de la violence, donc autant les sensibiliser tout de suite à nos attentes et au respect dû à nos professionnels qui sont là pour les prendre en charge. Donc premièrement la sensibilisation, deuxièmement la prévention à travers la formation sous tous ces prismes, et on essaye d'étoffer notre offre effectivement de formation pour correspondre aux besoins. On a encore de la chance au CHU de Besançon puisque la formation est plébiscitée en la matière, c'est toujours dans notre top 5 des formations les plus demandées, donc c'est qu'il y a vraiment encore un besoin qui est d'actualité, donc on essaye de l'accompagner au maximum. Et le troisième levier, ce sont les moyens juridiques qu'on attend effectivement impatiemment puisqu'on souhaite s'en saisir, car vraiment le frein principal sur les suites données, c'est aussi le dépôt de plainte des agents qui est empreint de crainte à leur niveau et qui se comprend tout à fait. Madame Ormier, je me tourne vers vous, même question, et cette fois avec le prisme médico-social. Alors, il y a évidemment et heureusement et bien sûr beaucoup de choses qui sont faites pour lutter contre les violences. Et parfois, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui ne sont pas déclarées parce que malheureusement, on se retrouve presque parfois dans des situations de violence acquises. Et on se dit, et peut-être qu'il ne faudrait pas se le dire, mais on se dit, c'est mon travail, ou c'est comme ça. Donc on oublie parfois de prendre vraiment la mesure de la problématique et de la signaler et de l'inscrire dans un circuit qui est préexistant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le médico-social. On a des outils qui sont performants, des ressources. Je vais reparler de l'Observatoire national des violences en santé parce qu'il est quand même bien établi aujourd'hui. Il propose beaucoup de ressources, des propositions notamment de conventions santé, sécurité, justice ou conventions police-justice qui sont bien établies dans le sanitaire, qu'on n'a pas transposé dans le médico-social, ou alors pas systématiquement, ou pas de cette manière institutionnalisée. Et je crois que c'est un modèle qui est porteur, parce que toutes les violences qu'on retrouve dans le médico-social et les outils qu'on doit mettre en place doivent faire face à un éventail de violences, pardon pour le terme, qui est extrêmement large. Dans le médico-social, vous rencontrez donc les violences sexistes, sexuelles, les agressions, les incivilités. Les affiches de la FHF étaient parlantes. Les incivilités, c'est une toute petite violence
qui a des conséquences extrêmement graves. Et donc, il faut vraiment que les outils qui sont à notre disposition, ou les outils qu'on crée sur le territoire, on a parlé des territoires, il y a de belles initiatives de territoire qui doivent être valorisées, et bien ces outils ne peuvent pas seulement se concentrer sur un phénomène qu'on va considérer plus ou moins grave. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement pour s'armer ? On a l'Observatoire national des violences en santé qui propose beaucoup d'outils disponibles facilement en ligne, qui propose aussi des interventions de territoire pour des analyses. Il y a aussi différentes déclinaisons stratégiques. Heureusement, le problème est bien évidemment pris à bras-le-corps par les politiques publiques. Et encore tout récemment, le 26 mars 2024, la ministre Madame Fadila Khattabi présentait le plan d'action national pour les personnes vulnérables. J'ai trouvé la formule vraiment très parlante parce qu'on voit bien quelle est la cible choisie pour engager la lutte contre les violences. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce plan pour les personnes vulnérables, heureusement, se décline aussi pour les professionnels et les établissements et les responsables de services. Et le langage est intéressant. Madame la ministre disait « Les outils s'adressent aussi bien aux personnes concernées qu'à l'ensemble des professionnels et structures les accompagnant avec une véritable ambition de société pour tous les publics vulnérables. » Donc un enjeu de société, de transition de la société du dehors vers la société du professionnel, de l'accompagnement médico-social. Le plan d'action national, il veut se décliner sur 5 axes qui sont portés par différentes volontés. Je vais vous les citer rapidement, parce que je crois qu'ils sont importants dans la politique générale de lutte contre la violence. Il y a la meilleure représentation des usagers et la consécration de leur droit à la parole, ce qui est quand même, dans le secteur du médico-social, un exercice difficile, puisque ces personnes, du fait même de leur vulnérabilité, ont peu d'accès facilité à la représentation et à la parole. Donc c'est une volonté qui va passer par encore un autre outillage et d'autres dispositifs à mettre en place par l'ingéniosité des responsables et des professionnels. Autre volonté annoncée, la mise en œuvre de collaboration, donc avec des services spécialisés des forces de l'ordre et de la justice. Il me semble effectivement évident que si on parle même des 3% des violences les plus graves rencontrées, qu'il est quand même très compliqué en qualité de directeur d'établissement de faire face seul à cette responsabilité qui fait intervenir parfois des relevés de preuves et puis des process du code pénal, du règlement qu'on ne peut pas seul maîtriser. Et je crois qu'il est important de pouvoir s'appuyer sur cette volonté de mettre en place des coopérations au sens très strict. Le plan d'action national souhaite inciter à signaler et à simplifier les signalements, allant même jusqu'à accompagner les personnes vulnérables dans leur parcours judiciaire. Alors si on parle d'accompagnement, alors là évidemment je crois que la coopération avec la justice et les forces de l'ordre semble évidente, parce que là on dépasse presque quand même le rôle du responsable d'établissement ou du gestionnaire. Néanmoins ça semble évidemment très nécessaire, puisque ces personnes vulnérables doivent bénéficier aussi de cet accompagnement complet sur ces sujets du quotidien, donc par le biais du prisme du médico-social. Encore un point que je crois très important, c'est agir sur les représentations qui sont liées à l'âge et au handicap, où on va, en travaillant sur les représentations, être capable de déceler en amont et de faire de la prévention sur ce qui est une violence exercée dans ce secteur. Et notamment les personnes accueillies dans le milieu médico-social peuvent être la cible de phénomènes de prédation du fait de leur vulnérabilité. Et les établissements peuvent être ciblés par des auteurs de violences comme des professions. Donc c'est très important de jouer sur ces représentations. Et donc bien entendu, il faudra finir par prévenir et former. Et sur ce point, il faut souhaiter, je crois, que le plan d'action national s'intègre dans une volonté de transversalité. Le médico-social, c'est plusieurs filières qui se recoupent et on ne peut pas, en étant seul professionnel, avec sa casquette, on va dire, moi je travaille dans le grand âge, eh bien il faut savoir appréhender aussi d'autres spécificités, la psychiatrie, le handicap, et permettre à nos établissements de constituer des ressources d'accompagnement transversal pour savoir faire face, et vous le disiez, la question de demain, ça ne sera pas forcément qu'il n'y ait pas de violence, parce que là, c'est une politique nationale de lutte contre la violence. On ne peut pas, même si
le secteur de la santé rayonne, et on s'accordera tous là-dessus, on ne peut pas à nous seuls changer ce visage de la société. Donc quelle réponse de professionnels allons-nous donner à comment vais-je réagir face à cette situation qui me concerne aujourd'hui dans mon travail ? Alors on peut attendre de la transversalité, et on peut attendre donc aussi une politique d'ampleur nationale, mais il semblerait quand même qu'aujourd'hui les mentalités s'accordent à lutter contre la violence, donc on peut être optimiste sur ce cas. Et pour terminer, pour ne pas citer tous les outils qu'il y a en interne, les signalements, les regroupements, les analyses de cas, on fait beaucoup de choses. Pour finir, je pense que les établissements doivent vraiment se mobiliser comme ressource de cette politique d'établissement de bienveillance. Et au-delà de lutter contre la violence, d'accompagnement bienveillant, et donc de vraiment être auteur de cette politique d'établissement de secteur professionnel, et de façonner la culture d'établissement qu'on voudra demain pour les professionnels et pour les usagers. Merci Sonia pour ce développement très complet, argumenté et on le sent passionné. Je me tourne vers vous, Monsieur Sauzet, le soignant. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Le point de départ que je vois, c'est vraiment le travail au niveau des lieux de formation, que ce soit médical, paramédical. Ça me paraît être un élément clé parce que souvent on a des personnes qui vont s'engager dans ces filières pour le désir de prendre soin, et on a une sorte de choc quand on arrive dans les structures de soins avec cette violence qui souvent n'est pas imaginée. Donc vraiment l'importance de donner les clés à chacun et chacune pour avoir les outils pour réagir face à ces violences. Un deuxième aspect qui est important, et en fait dans le cadre de mon activité aux urgences, je suis tuteur des nouveaux arrivants infirmiers. Donc un rôle important pour donner du sens aussi, pour expliquer les différents types de personnes qu'on peut rencontrer avec des spécificités de violence. Donc ça permet aussi d'aider les personnes à appréhender ces particularités, et aussi en tant que tuteur être une écoute pour des agents qui sur le coup parfois ont tendance à minimiser une situation de violence, et en discutant par exemple avec moi peuvent se rendre compte que ce qui s'est passé n'est pas normal, n'est pas acceptable, et le fait de pouvoir poser des mots, d'avoir un cadre sécurisé dans lequel on peut exprimer ce qu'on a ressenti peut permettre des fois d'amener justement une déclaration à une situation où on va aller plus loin. Et la troisième chose que je vois comme vraiment importante, c'est nos structures de soins ont leurs habitudes, on connaît les pratiques et les usages, mais les usagers ne connaissent pas le fonctionnement. Et cette méconnaissance du fonctionnement peut amener beaucoup d'agressivité, d'incompréhension et de frustration. Et par exemple, dans le cadre des urgences, on insiste beaucoup sur la formation des infirmiers d'accueil, sur le fait d'expliquer comment la prise en charge se déroule, d'expliquer le temps d'attente, d'expliquer le temps qu'il faut pour une analyse, le temps nécessaire à une prise en charge médicale. Parce qu'une personne, par exemple, qui arrive aux urgences, si on ne lui dit pas que pour sa pathologie, elle devra attendre 5 heures, elle s'attend à être vue dans les minutes qui suivent. Mais si on explique qu'on a beaucoup d'attentes, qu'il va y avoir plusieurs heures d'attente, c'est déjà des choses qui permettent de faire descendre la pression. Et on peut avoir aussi la même action sur tout ce qui est visite dans le cadre des urgences, qui peut souvent être compliqué parce qu'il y a toujours des soins à faire, mais de permettre quelques minutes parfois à une famille de voir un patient, ne serait-ce que pour rassurer sur l'état de santé, pour montrer que la personne est hors de danger, ça permet de rassurer, d'apaiser et de créer aussi un lien de confiance, un climat de confiance qui va permettre par la suite d'avancer dans la prise en charge de la personne soignée. Merci beaucoup. Une action interne et une action externe finalement, envers les soignants, mais aussi envers le public accueilli, et plutôt de la transparence, de la lisibilité. C'est ça que vous prônez. Ça me paraît assez pertinent au demeurant. Merci, messieurs, dames. Et avant de laisser la parole à la salle pour quelques questions, Cyril, je suppose que c'est toi qui reprendras la main. Un constat non conclusif quand même, mais un constat.
sur les avancées, sur l'ensemble des mesures qui sont mises en place par les professionnels de la santé, que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social, que ce soit au niveau national comme au niveau local, que ce soit dans un service comme dans un CHU. On peut se rendre compte que tout le monde agit, que tout le monde est comme partie prenante à la tolérance zéro. Mais il faut rester lucide aussi et dire que le travail n'est pas terminé et qu'on doit continuer dans ce sens, qu'on doit continuer d'avancer dans ce sens, puisque manifestement, les problèmes sont toujours là. Alors, on a constaté cette violence, mais je pense qu'on partagera quand même cette conclusion que la constater, ce n'est pas l'accepter. Et qu'aujourd'hui, nous devons continuer à lutter. Question.